On travaille avec un professionnel du logement pour trouver dans le logement, soit dans le parc privé ou dans le parc public. On a également un point service et un point service bailleur. Donc ce point service, c'est l'aide à la constitution des dossiers. Il faut savoir que le logement sur Lyon, c'est très nébuleux, il y a plusieurs façons de se loger. Vous avez les résidences sociales, les résidences temporaires. Donc on a des dossiers à remplir, donc on est là pour faire tout ce qui est administratif avec le jeune. On a également un autre atelier qui s'appelle Un toit sans tuiles, qui est une mise en situation réelle dans un appartement. On fait vraiment la mise en situation de qu'est-ce qu'un état des lieux, qu'est-ce qu'il faut dire à l'état des lieux, qu'est-ce qui est légal de demander, pas légal de faire. Voilà, pour nous c'est très important d'apporter toutes ces bases aux jeunes, de savoir comment faire valoir ses droits. On a également un dernier atelier qui est l'atelier DALE, le droit au logement opposable, qui est recours de la loi du 5 mars 2007. Le droit au logement opposable, c'est pour faire valoir les personnes qui sont sans logement ou sans hébergement, leur droit de logement. Donc nous, on travaille avec ça, on travaille en lien avec eux sur cette démarche-là, en action collective d'abord pour informer ce que c'est le DALE, et après en entretien individuel pour la constitution des dossiers. Voilà, donc nous, le CLAGE, on est vraiment très ouvert sur tout ce qui est démarche de logement. On donne toutes les bases aux jeunes pour qu'ils puissent faire avec. Et maintenant, on essaye de répondre à leurs besoins et à leurs besoins. D'accord, donc en fait, le CLAGE, on vous est bien sur un public ciblé donc jeunesse, oui. C'est pas l'information spécifique. Non. Est-ce que vous ressentez justement dans le côté étudiant un public particulier, des demandes vont être différentes? Est-ce qu'il y a une façon de recevoir un étudiant différent d'un jeune? Est-ce que vous adaptez vos méthodes par rapport au fait que c'est un étudiant? Alors effectivement, il y aura des solutions peut-être plus adaptées aux étudiants, des solutions, peut-être une palette de solutions qui est différente d'un jeune qui ne le l'est pas. On travaille aussi avec des résidences étudiantes privées, avec des bailleurs aussi qui ont de la résidence étudiante privée comme Aliad, aujourd'hui Amalia. On a voilà, cette vigilance à rester en veille sur le type de solutions mises en place, notamment des chambres chez l'habitant aussi, des solutions qui ne sont pas forcément voilà, tout de suite pensées par l'étudiant, l'intergénérationnel notamment, des choses qu'on essaye aussi de réfléchir en partenariat avec d'autres associations, SDS notamment, Paris Solidaire, et peut-être réfléchir, on est en train de faire une étude sur une faisabilité d'un réseau de chambres chez l'habitant, qu'on appellera mobilité, et qui pourrait se procéder. Alors on organise également le salon du logement pour les jeunes, qui est chaque année, en général le 3e mercredi de septembre. C'est l'occasion pour les étudiants qui n'ont pas trouvé de logement avant de venir. Et là, il y a vraiment tous les acteurs du logement, privé, temporaire, logement social. Donc c'est avec de l'offre de logement. Donc effectivement, oui, depuis 2 ans, on mobilise en tout cas tous ces acteurs-là. On a une cinquantaine et leur demandons de venir avec de l'offre de logement concrète pour qu'il y ait du relogement quasi simultané au moment de leur venue. Donc on essaye, voilà, même si c'est un outil ponctuel, mais que ce soit un lieu de ressources pour le jeune et qu'il puisse lui-même démarcher les acteurs pour valoir de logement. Et vous dites donc pour vous, le logement, c'est le vecteur principal de l'accès à l'autonomie, c'est-à-dire qu'un étudiant, s'il n'a pas son propre logement, son propre chez lui, on va dire, n'aurait pas une notion d'être autonome comme un étudiant qui va chez ses parents. Non, c'est une très bonne question. C'est vrai que nous, on rencontre une jeunesse qui est très, très demandeur d'une décohabitation. Beaucoup sont aussi en rupture familiale. On est voilà, sur cette demande express et pour nous, voilà, c'est oui, un vecteur d'autonomie, mais on sait pertinemment qu'il y a différents paramètres qui permettent cette autonomie. Mais on se rend compte aussi que la décohabitation demande à se renseigner sur pas mal d'autres démarches. Des démarches qui sont complètement inconnues quand on a 18 ans, qu'on nous demande de faire une déclaration d'impôt, qu'est-ce que c'est, les jeux superposables, etc. Donc c'est vrai qu'on est aussi sur cette information-là qui permet l'accès même à la citoyenneté et avoir nous-mêmes le préalable en main pour ensuite
aller se présenter auprès d'un propriétaire, aller se présenter auprès d'une structure en ayant ses justificatifs. Parce qu'aujourd'hui, on est beaucoup dans des démarches, mais il faut se justifier sa solvabilité ou sa non-solvabilité parfois. Il y a aussi un côté donc, pédagogique, on va dire, aussi de votre action, parce qu'il faut prendre entre guillemets sous son aide le jeune qui vient, qui demande des choses, tout en gardant la notion d'autonomie, c'est-à-dire savoir donner quelle carte à la personne, et en lui disant maintenant c'est à toi de jouer, tu as la carte. C'est ça. Et même s'il perd des cartes en route, il sait qu'on peut être là pour lui en redonner. Je pense qu'il y a un peu de lien ou pas du tout avec les assistants sociaux, notamment du Crous, parce qu'en tant qu'élu de Crous, on assiste notamment parfois aux commissions FUNO, qui sont des aides mutuelles d'urgence pour les étudiants. Et on voit beaucoup d'étudiants qui vont être en rupture justement familiale et autres, qui ont besoin de logement en urgence. Et si vous avez des liens comme ça avec ce genre d'institutions, on demande beaucoup l'assistance sociale du Crous. On essaie en tout cas de travailler, et d'ailleurs on participe à des événements mis en place. Jean-Pierre en parlera. Une vie d'autonomie, on essaie effectivement de mieux se connaître, mieux connaître les structures pour orienter mieux et efficacement. Parce qu'aujourd'hui, on est aussi face à des jeunes qui sont découragés d'aller dans des structures qui ne sont pas forcément en tout cas suffisamment informées pour orienter sur la bonne structure ou les bonnes structures qui donneront la bonne information. Et on reçoit souvent des jeunes ballottés de gauche à droite. Sans savoir pourquoi et ce qu'ils viennent trouver. Ils perdent en chemin leur réel demande. Il y a de multiples interlocuteurs au final et ils sont un peu perdus. C'est aussi pour ça qu'on essaye d'anticiper cette pédagogie en menant des actions de sensibilisation auprès des lycées notamment. Donc ça se fait à la demande de travailleurs sociaux de lycées où on intervient auprès de lycéens ou de personnes en études supérieures et en bac professionnel, qui sont aux prémices de l'accès à l'autonomie, mais qui ont que l'imaginaire en tête pour essayer d'exaucer leurs projets. Et vous parlez du coup du système, de différentes actions collectives que vous mettez en place, notamment des ateliers de recherche de logement et aussi des mises en situation dans un toit sans tuile. Ça doit être génial, ça. Le concept du coup d'emmener un étudiant dans un appartement et il doit faire son état des lieux, on va dire, avec vous. C'est ça. C'est cette préparation aux droits et devoirs. Et il n'y a rien de mieux effectivement qu'une mise en situation réelle, simplement pour que le jeune ne soit pas surpris et même parfois piégé par des pratiques un peu méconnues par des propriétaires ou parfois même abusives. Et quelque part, ça permet aussi d'avoir ce côté retour à la réalité, une version plus positive, ce qu'on peut entendre aussi dans les médias souvent, parce que c'est vrai qu'on entend souvent que les étudiants sont arnaqués en termes de logement, etc. Donc ça leur permet d'avoir un retour à la réalité qui va être plus doux, entre guillemets, que tout de suite le terrain avec les arnaques, etc. C'est pas que de l'écrit en fait, c'est vraiment dans le logement, c'est vérifier les fenêtres, vérifier si le portefeuille ça fonctionne bien. C'est très important d'être dit après. Plus concret, du pragmatisme. Voilà. Et on se rend bien compte aussi que les actions collectives permettent une dynamique de groupe. On ne retrouve pas un entretien en dualité, une dynamique de groupe qui permet un partage d'expérience même parfois. Et on laisse beaucoup la parole aux jeunes sur leurs expériences passées, sur même ce qui commet. Beaucoup ont des potentialités, mais du coup on part aussi de là. Ce qui permet de ne pas être simplement dans l'information, mais aussi dans un échange qui est porteur. Le public a des questions. Est-ce que globalement ils parlent de leur famille, parce qu'ils sont dans cette période de la vie où il a fallu qu'ils parlent ça avec eux aussi, rupture ou pas rupture, c'est ce qui est présent dans leur discours et nous se dire par là avec eux aussi. C'est abordé parfois dès le premier échange. Ça peut être même une difficulté que de penser la décohabitation, de penser l'autonomie. On croit l'autonomie comme quelque chose d'un peu chimérique et on se rend bien compte que ça peut être parfois un lâcher-prise total. Et on peut avoir des personnes, des jeunes personnes qui peuvent revenir vers nous parce que l'autonomie a finalement peut-être eu pour conséquence l'isolement et parfois même la rupture familiale.
on essaye aussi d'être présent, pas seulement au moment de la recherche et l'accès, mais aussi dans le service après-vente, comme on dit dans le jargon, dans le maintien dans le logement et dans l'acceptation d'une cohabitation qui est aussi faite d'aléas et de rupture, mais une rupture dans le sens positif. Vous redirigez les étudiants du coup sur les postes de droit privé, etc. Pour les étudiants par exemple. Est-ce qu'il y a une, comment on fait ça? Parce qu'actuellement, la payeur privée sur Lyon, les étudiants, ils arnaquent un peu quand même, ils essayent au maximum parce que la seule démarche sur Lyon, elle est seule, et c'est pas que les mouvements, voilà, c'est ça, trop cher pour les étudiants. C'est pas trop cher pour les étudiants, notamment dans le privé. Et du coup, vous faites comment pour sélectionner un peu les offres? Enfin, c'est pas vous qui sélectionnez les offres, mais vous expliquer pas. On va expliquer les chez les prix à respecter. Alors, de toute façon, quand on cherche un logement sur Lyon, on regarde forcément particulier à particulier un petit peu les annonces. Nous, on leur dit un peu une ordre de prix. Tout ce qui est par contre question, nous, si c'est des questions législatives, est-ce qu'on a le droit de prendre 3 mois de caution pour un non meublé, ou si vous avez des questions vraiment très pratiques, nous, on conseille toujours d'aller voir la DIL, qui est l'agence départementale d'information sur le logement. Tout ce qui est d'ordre juridique, la DIL, on est juristes spécialisés sur le logement. Pour tout ce qui est pris dans le parc privé, malheureusement, nous, on n'a pas de mainmise sur ça. Ce qu'on peut orienter, c'est sur des résidences quand même des fois qui sont un petit peu moins chères, vers 400 €, où tout est meublé, des fois il y a le chauffage inclus. Voilà, il y a plein de choses à prendre en compte sur le logement. Est-ce qu'il y a pas le chauffage? Est-ce que l'eau? Qu'est-ce qu'il y a dans les charges? Maintenant, c'est vrai que sur le logement étudiant, malheureusement, le logement social n'est pas pour le logement étudiant. Donc, il n'y a pas d'autre solution que le logement privé ou le logement temporaire. En tout cas, dans une immédiateté, parce que c'est aussi simple, c'est essayer de synchroniser la prise d'études avec une prise de logement. Et ça, cette synchronisation n'est pas forcément, évidente. Et du coup, on peut parfois être amené à orienter et à soutenir la candidature d'un jeune pour une solution temporaire, le temps de débloquer une solution un petit peu plus durable et un petit peu plus adaptée. Donc c'est vrai que ça, malheureusement, ça oblige à passer par des systèmes un petit peu transitionnels, voire ce qu'on appelle de bricolage, avant de pouvoir passer sur quelque chose de plus confortable. Est-ce que vous pouvez vous dire des garants? Alors on travaille avec la CAM, qui est l'association qui peut, elle, se porter garant sur Lyon. L'association collective d'aide au logement, qui est située rue Créqui, voilà. Alors, pas pour les étudiants. Mais pas pour les étudiants. Sauf des étudiants qui seraient en famille. Voilà, des étudiants qui ont un travail, mais c'est vrai qu'un étudiant pur et simple, la CAM ne se porte pas garant. Oui, c'est 245. 246. La CAL. Et c'est l'association qui gère. C'est bien de le savoir plus tard quand soit des revenus qui sont salariés. C'est déjà de travail. Au niveau du France, je sais qu'ils développent beaucoup, notamment cette année, le système CRI, donc le caution locative étudiante, qui permet en fait que ce soit l'État directement qui soit, on va dire, la caution de l'étudiant, puisque en fait tout le monde a souvent l'état d'esprit que un étudiant est un mauvais payeur de loyer, alors que c'est complètement faux, que d'après les statistiques, l'étudiant paye parfois même mieux un loyer qu'un salarié lambda. Donc il faut aussi, je pense, changer cette idée, notamment auprès des propriétaires privés qui pourraient penser non, je ne veux pas prendre un étudiant en location parce que je ne veux pas être payé. Donc il y a tout ça aussi, je pense, qui est à revoir. Donc on travaille aussi avec les propriétaires, donc c'est bien de passer ces messages, de dire que voilà, l'étudiant, quand il accède à un logement souvent et qu'il a cette notion d'autonomie, a aussi une notion de responsabilité à côté, et du coup c'est quelqu'un de sérieux qui va payer son loyer, etc. Qui va être... Il y a une assurance aussi qui s'appelle la GLI, qui est la garantie des loyers impayés, qui est une assurance que le propriétaire paye dans son logement et qui n'a pas besoin, qui peut ne pas demander d'autres garants que la GLI. Malheureusement, ça c'est à voir avec le propriétaire, c'est-à-dire qu'entre le choix entre un garant physique et sans
référence et aux propriétaires de communes. C'est vrai que cette preuve, on la sent, quand on demande de la caution, des choses comme ça, c'est quand même c'est un peu improbable pour un étudiant. C'est très difficile. On sent qu'il y a tout un tas de cartes qui peuvent être données aux étudiants pour accéder au logement. Et du coup, je souhaiterais donc faire une transition entre guillemets vers une midi d'autonomie, parce que du coup, vous, au niveau du CROUS, concrètement, il y a des opérations dont les midis d'autonomie qui sont menées pour permettre d'aller dans les campus directement leur parler et évoquer avec eux les différentes choses auxquelles ils ont accès pour devenir autonomes. Alors voilà, en fait, les midis de l'autonomie, ils sont nés du constat que les assistantes sociales du CROUS ont fait lors des entretiens individuels qu'elles avaient avec les étudiants qu'elles reçoivent. Et en fait, les thèmes, on tournait toujours autour des mêmes thèmes. Le logement, l'emploi, le budget, les démarches administratives et la santé. C'est en gros les 5 thèmes qui reviennent régulièrement. Sur le thème du logement, les questions sont comment trouver un logement, quelles sont les conditions d'accès, la question du garant, effectivement, le dépôt de garantie, l'ouverture des compteurs, le logement au quotidien, comprendre ses factures, l'assurance habitation, le départ du logement, le préavis, l'état des lieux, Les questions administratives. Toutes les questions autour du logement qui étaient récurrentes et dont effectivement vient de parler le service du clash. Le deuxième thème qui est régulièrement abordé lors de nos entretiens, c'est l'emploi. L'emploi, parce qu'effectivement, les étudiants recherchent des financements pour leurs études, donc pensent à un travail, soit parce qu'ils ne sont pas boursiers, soit parce que la bourse ne suffit pas pour financer leurs études. Après vient la question de l'emploi déclaré ou pas, le nombre d'heures possibles et compatibles avec un emploi du temps d'étudiant et l'impact que ça peut avoir sur leurs études. Le budget revient bien sûr d'une manière très récurrente pour ces étudiants qui en fait viennent aussi nous demander des solutions autour de comment consommer le plus malin possible pour les étudiants, quelles sont les personnes qui peuvent les aider ou les soutenir. Voilà. Et également, c'est un thème qui a forcément un impact sur leurs études parce que parfois, ils courent tellement après un budget qu'ils sont complètement parasités dans le reste de leur quotidien et ils ne peuvent plus se consacrer pleinement à leurs études. Le thème effectivement des démarches administratives, c'est un thème qui revient souvent parce qu'ils ont affaire à des services qu'ils maîtrisent mal, donc on parle de la CAF, on parle de toutes les administrations, les impôts, la Sécu. Ils sont un peu perdus dans tout ce qu'ils appellent paperasse et on leur dit et on leur répète qu'il va falloir s'y mettre. Et du coup, on peut se dire que souvent les étudiants qui viennent sont habitués, entre guillemets, comme ils sortent souvent des passés, habitués à avoir les parents derrière, à gérer un peu tout ça. Bien sûr, c'est un monde nouveau qu'ils découvrent. Et donc effectivement, ils viennent nous voir parce qu'ils ont besoin de ces infos-là. Mais donc nous, on renseigne ceux qui viennent, mais on va en venir après à ce qui est amené au niveau de l'autonomie. Le dernier thème qu'on aborde régulièrement avec nos étudiants en entretien tourne autour de la santé. Parce qu'en fait, il faut un amalgame entre ce qu'est sécu étudiante et complémentaire santé. Déclarer un médecin traitant, là, il va bien. Est-ce qu'ils peuvent trouver des soins de proximité, des choses comme ça. Donc évidemment, la liste a des questions d'exploiter, ça va exhaustive, il y a encore plein de questions. Mais si vous voulez, tout ça, ça a amené quand même l'équipe des assistantes sociales à réfléchir à construire un projet qui pourrait répondre avec des outils adaptés à cette population spécifique qu'est le monde étudiant, mais pas seulement au public, donc on rencontre nous en entretien, mais à un panel bien plus large d'étudiants, en vue de leur transmettre des moyens d'autonomisation. L'idée était que les étudiants puissent rencontrer et identifier différents services sur des thématiques qui les concernent, afin de leur permettre de devenir plus autonomes. Et là, pour déterminer les moyens les plus pertinents, nous avions besoin du regard des étudiants. C'est donc grâce à un travail commun fait avec des élus étudiants que nous avons pu élaborer ce projet des midis d'autonomie. Donc élus étudiants du CROUS, des universités, des résidences. Donc on a déterminé ensemble les priorités des étudiants en termes de besoins d'information,
Et nous avons réfléchi à, ensemble toujours, aux modes d'action susceptibles de convenir aux étudiants et aux moyens de communication utilisés pour toucher le mieux ce public. Charles, tu veux peut-être prendre la parole? Ouais, rapidement, ça va être par rapport à ça. L'idée, c'était vraiment de construire un peu un projet pour répondre à un besoin vraiment des étudiants, parce qu'on s'est rendu compte que, notamment, le besoin d'information, d'écoute, et puis quelque chose d'assez analytique, c'est pas assez pragmatique. On va au coup, c'est vrai qu'il y a une queue, souvent il y a beaucoup de monde, il y a une énorme queue, etc., parce qu'il y a beaucoup de demandes. Et l'idée, c'était de dire un peu, de délocaliser entre guillemets, de faire rendre visible le pouce au sein même des campus, et d'aller directement là où étaient les étudiants. Et c'est vrai que c'était super intéressant de voir qu'il y a des étudiants qui ne seraient jamais allés tout seuls, c'est-à-dire jusqu'au Crous, parce que c'est un peu une démarche de, comment dire, c'est une démarche aussi psychologique, quoi. On va dans un lieu un peu social, etc., donc on n'est peut-être pas normal, etc., donc, il y a tout ça derrière, et c'est aussi un pas à franchir, c'est d'aller rencontrer aussi des gens, enfin, c'est assez compliqué pour certaines personnes, et là l'idée c'était vraiment d'aller vers elles, et de proposer. Nous, l'idée en tant qu'étudiants, c'était on a tout de suite été séduits par le projet, c'est le côté, on était là aussi pour faire pour être interlocuteur d'étudiants à étudiants. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus facile, et ça rejoint un peu ce qui était dit ce matin, le côté des lieux de vie, etc., ou de la parole, et du rôle des associations étudiantes. Et l'idée, c'est des étudiants, en l'occurrence nous, et qu'on participait aussi à une autonomie avec le Crous, et différents partenaires, et en fait on était là un peu pour orienter les étudiants, animer entre guillemets un premier contact pour les étudiants qui arrivaient comme ça, qui ne savaient pas forcément ce que c'était, tous ces stands, toutes ces tables. Et c'est vrai que pour nous, là-dessus, c'était vraiment super pertinent. Puis il y a aussi un côté, le projet Agorec, on a parlé ce matin, ce lieu de vie, cette épicerie un peu solidaire, etc. Ça rentrait typiquement en plus dans le même mood, dans la même idée, quoi. C'est vraiment l'idée d'autonomie et de permettre aussi qu'il y ait plusieurs facettes à l'autonomie, à l'indépendance des étudiants. Et la santé, le logement, les questions budgétaires, mais aussi les questions, quand on parle des questions budgétaires, avoir des prix réduits sur les denrées alimentaires, aller rencontrer les autres, etc. Participer à des projets culturels, on peut mettre tout ce qu'on veut autour de ce projet-là. C'est pour ça que nous, ça nous semblait juste naturel, et ça il y a eu un beau succès, je pense qu'on peut le dire. Et ce sera fait aussi l'année prochaine. Donc là-dessus, c'était vraiment pour nous pertinent de parler d'étudiants et étudiants. Donc toujours cette notion de pair qui intervient dedans, tant par l'action que pour l'initiative des différentes activités que pour la communication, parce que c'est plus simple entre étudiants de parler plutôt qu'entre guillemets faire intervenir un adulte ou un professionnel. Peut-être c'est aussi un côté dédramatisant des choses et pas moralisateur. Donc on a souvent aussi, on se dit voilà, il faut qu'on soit tout le temps, quand on est dans cette notion de passage à la vie adulte, il faut qu'on soit tout le temps capable de gérer nous-mêmes les choses. Et là c'est se dire bon voilà, un étudiant vient de parler et te dire bon ok, t'as pas assuré pour ton logement cette fois-ci, t'as pas réussi à avoir ce qu'il fallait. Grâce à certains services, tu pourrais avoir accès à ça, à ça. Donc il y a peut-être une notion aussi de dédramatiser les situations, parce que souvent, comme vous disiez, en plus, quand on se prend la tête sur un budget, on se dit mince, mais comment je vais finir mon fin de mois, alors que tout étudiant est plus ou moins dans cette galère un jour. Et l'idée, c'est que qui mieux qu'un étudiant pourrait parler à un étudiant quelque chose. L'idée aussi, sur un moment clé, un moment précis, il y a plein de partenaires en même temps. C'est pas anodin, c'est qu'il y a peu de journées où vraiment il y a plein de partenaires, en l'occurrence sur un thème précis, le logement, le budget, etc., la santé, qui sont en même temps, et qui du coup, l'étudiant a tout à portée de main. Plutôt qu'on sait très bien que, et c'est un peu toujours informatique, c'est oui, la LPU ça existe, le SUMS maintenant ça existe, le coût ça existe, etc., mais il faut y aller. C'est toujours un peu, puis il y a ce côté un peu dramatique de la chose, et puis c'est jamais, on n'a jamais le temps. Là, l'idée c'était d'être à côté du reste de l'université, donc les étudiants sortaient, venaient de manger, ils avaient une pause. Et du coup, c'était vraiment à portée de main avec tous les acteurs. C'est pas anodin parce que souvent, les gens essayent un peu de se tirer un peu la couverture et tout. C'est normal, chaque service fait son petit truc de son côté. Mais là, de coordonner tout ça, ce qui fait la difficulté de la chose, mais en même temps, le fait que c'est si bien marché, c'est que vraiment, il y avait tout en même temps. Et est-ce qu'on pourrait dire quelque part que l'étudiant, tu disais tout à l'heure, l'étudiant du coup n'a pas le temps de faire les démarches, ou est-ce que c'est juste qu'il ne prend pas le temps de les faire aussi? Est-ce qu'il n'y a pas ce côté où le fait de venir à lui, c'est plus à lui de faire la première démarche de déplacement, ou même la démarche lui-même de venir se renseigner, c'est plutôt les services qui viennent directement à lui. Ouais, ça pose de la glace.
Allez-y. Excusez-moi, techniquement, ça s'est fait comment sur une période? Je vais revenir. En fait, cette action, donc vous l'avez compris, c'est le fruit commun des élus et des étudiants, des partenaires qui ont été présents sur le forum des mesures d'autonomie et de l'ensemble du service social du Crous. Donc cette action, elle a bénéficié en fait du soutien des services de la direction, de la communication, de l'animation aussi et du service de restauration du Crous, avec la participation logistique et de communication des universités. Dans ce monde-là, rien n'aurait été possible. Donc les forums des Midis de l'autonomie, ils se sont déroulés en février 2013 sur les 3 universités lyonnaises, donc sur 3 dates différentes sur les 3 universités lyonnaises, qui s'appellent les Midis de l'autonomie parce qu'ils se sont déroulés entre 11h30 et 14h. Cet horaire a été choisi pour permettre de toucher le maximum d'étudiants possible et sur des emplacements stratégiques, en fait. Voilà, le plus stratégique possible. Sur ces forums, il y avait de nombreux partenaires présents sur différents stands. Donc, on avait un stand qui s'appelait Stand Quiz, qui avait été mis en jeu en fait par les étudiants. Donc, ce quiz, c'est un quiz qui avait été mis en place par les collègues assistantes sociales et qui avait été mis en ligne d'ailleurs sur le site du Crous et qui s'appelle Tester votre autonomie. Donc nos étudiants l'ont mis en jeu et c'était intéressant parce qu'il permettait d'orienter les étudiants qui venaient visiter le forum vers les autres pôles du forum en fonction de ce qui les intéressait. Donc, un jeu, question-réponse, qu'il y avait des petits cadeaux à gagner, c'était assez ludique. Ça a permis de bien orienter les étudiants vers les autres stands. Il y avait également un stand qui était animé par des étudiantes en économie sociale et familiale du lycée de la Duchère, qui était là autour de tout ce qui est astuces et bons plans malins pour les étudiants. Donc elle avait créé aussi sous forme de jeu, donc vraiment elles ont eu un public vivement intéressé. Un stand également qui tournait autour des repas pas chers où étaient présents Agorae, Saladarité, des diététiciennes des NPU étaient là aussi, qui présentaient leurs actions autour de comment préparer un repas équilibré, pas cher et de manière très simple pour les étudiants. Donc là, c'était vraiment des stands qui ont été aussi bien fréquentés. Un autre stand de démarche administrative où se trouvait un représentant de la CAF, un représentant des finances publiques, le service du PIMS. Donc PIMS, c'est le point d'information et de médiation multiservice. Tout ce qui est autour des démarches administratives. Un stand de logement avec bien sûr nos collègues du CLAGE, le DSE, le service du Crous, donc autour du logement Crous. Il y avait de la documentation mise à disposition par le service du CRI, de la DIL. Et enfin, il y avait un petit stand de job études où en fait il y avait des documents autour de la législation du travail et puis des témoignages d'étudiants qui avaient travaillé pendant leurs études et qui donnaient leurs sentiments sur l'impact positif ou pas positif d'ailleurs sur leurs études. Donc sur pas mal de stands, il y avait des jeux d'organiser, ce qui apportait une ambiance plutôt ludique. Ça a permis aux jeunes de pouvoir aller chercher de l'information d'une manière assez agréable, je pense. Il y avait des petits cadeaux, donc l'ambiance était conviviale. Je dirais que le bilan était plutôt positif. Donc il y a une réédition qui est prévue pour 2014, toujours en collaboration avec les élus étudiants. Il y aura certainement d'autres partenaires qui nous ont manqué lors de la première édition qui seront conviés au prochain Midi de l'autonomie. Et on souhaite également faire un stand santé, peut-être d'une manière plus appuyée que les repas. Voilà. Nous, ce que cette action des Midis de l'autonomie nous a apporté en tant qu'assistante sociale, c'était vraiment une complémentarité avec ce qu'on peut faire en entretien, puisqu'elle nous a également permis d'appréhender un autre public que celui qui vient d'habitude du service social. Donc là, on a pu avoir une action en termes d'information et d'orientation sur un public étudiant beaucoup plus large. Donc pour nous, c'était très intéressant parce que ça nous a permis également de monter une action où différents partenaires ont pu prendre contact. Et là, c'est vraiment la clé d'une vraie collaboration. Il n'y a pas de travail. Et cette notion de ludique, de jeu qui intervient dans tous les aspects, donc
Est-ce qu'on pourrait craindre que s'il n'y avait pas ce côté ludique, les étudiants n'auraient pas fait aussi facilement? Ou est-ce que du coup il n'y aurait pas un souci d'étudiants qui n'arrivent pas à venir de lui-même? Est-ce qu'il faut ce besoin d'accroche à chaque fois d'étudiants? Peut-être qu'il y a besoin de cette approche. Le problème, en fait, il se repose pareil, c'est que vous avez beau avoir un stand sur un campus, s'il n'y a pas d'animation autour, c'est pareil, il ne va pas franchir le pas avec le stand. Là où c'est plus facile parce que c'est à côté, il n'y a pas à prendre le tram ou le métro, etc. Donc vous rapprochez Et la problématique c'est la même, donc ouais, il faut animer, d'ailleurs il y a des services qui étaient en charge de l'animation, un petit peu de coordonner tout ça. Nous on était un petit peu en premier en stand d'appel, entre guillemets, pour, voilà, on avait des questions sur toutes les questions de budget, etc., ces petits trucs. Et en fonction des réponses aussi, bon, on les orientait par rapport au stand. Et donc non, c'est clair qu'il faut dans toutes les actions, de manière s'il n'y a pas d'animation autour, sans parler de jeux ou de cadeaux, c'est pas ça l'important, c'est simplement de faire un peu de vie, de donner un peu envie aux étudiants d'y aller, surtout d'avoir un message super clair en disant voilà les réponses qu'on peut vous apporter sur ces stands. C'est génial, ce qui a été dit ce matin, du coup, c'est qu'il y a aussi besoin d'un côté d'humaniser et de mettre une figure humaine sur des services. Sur les services pour permettre que l'étudiant ait un peu, je dirais pas moins peur, mais et puis puisse avoir à disposition les adresses effectivement seront concernées, savoir où aller vraiment chercher l'information au moment où il en aura besoin. Il y a un besoin d'identification des services et d'humanisation des services. Mais juste rajouter quelque chose, c'est qu'en plus on ne s'adresse pas à n'importe quel étudiant, c'est des étudiants qui sont en faculté. Donc on a l'habitude de l'animation sur le campus, etc. Qui ont surtout l'habitude de filer tout droit et de rentrer chez eux. Et voilà, comme on expliquait, et c'est des gens qui sont aussi très solitaires. Donc pour réussir à les regrouper et les accueillir, il faut aussi, parce que la personne doit aussi venir et pas forcément se dire tout de suite ah oui c'est vrai que je dois être pour ça, je dois être pour ça. Il faut aussi lui faire rendre compte qu'il y a des solutions qui existent pour tel ou tel problème. Et juste pour dire, je pense que le gros problème actuellement pour les étudiants, c'est que les aides elles existent, mais ils ne les connaissent pas. Et c'est vraiment le but de l'autonomie, c'est justement de faire connaître ces aides-là. Et puis même, je pense qu'il y a moyen d'être un peu perdu quand on est étudiant, parce que déjà le nombre d'abréviations et intitulés que vous venez de donner en quelques minutes, ça peut parler aux personnes qui se présentent ici, parce que voilà, on est habitué à fréquenter sur le service, mais sinon, la DIL, etc., même le CROUS, certains étudiants, de moins en moins heureusement, mais même le CROUS, parfois certains étudiants ne savent pas la signification, n'ont pas forcément une mission, donc il y a un besoin d'uniformiser un petit peu tout ça, on va dire. Et l'avantage des milieux d'autonomie, c'est que ça fait un lieu, un endroit avec tous les services différents, sous une même bannière entre guillemets. Et ça facilite donc un peu plus l'accès. Est-ce qu'il y a d'autres questions concernant les unités d'autonomie? C'est une manifestation que vous avez fait qu'une seule fois par l'université au moment de l'hiver, ou vous avez pensé à le refaire plusieurs fois dans l'année? Alors, on l'a fait qu'une seule fois, j'ai envie de dire que c'était un peu l'édition test, l'édition 2013. Après, c'est une histoire de temps et de possibilités, disponibilité, etc. On avait pensé à faire quelque chose et en octobre et en février. Bon, manifestement, cette année, c'était pas du tout possible en octobre, mais c'est une idée, oui, effectivement, c'est des choses... Le qui se pose, c'est pareil, c'est en octobre, il y a aussi pas mal de forums, d'associations, etc. sur les campus, et l'idée, le risque, c'était peut-être de brouiller le message. Et il y a aussi la question de Saint-Etienne, qui est dans le sous de Lyon-Saint-Etienne. Et c'est vrai qu'on n'a pas pu le faire parce que c'était effectivement un peu test. Je pense que ça serait bien de le faire, voir si on a les moyens aussi des personnes là-bas qui sont motivées pour faire ça, mais je pense que c'est super intéressant. Et après, c'est peut-être que ça doit rester aussi un moment stratégique au moment du DSE, donc le dossier social étudiant, ils doivent remplir pour le logement, les bourses, etc. Donc c'est à ce moment-là aussi qu'ils ont ce besoin-là. Je pense que peut-être on gagne à le cibler sur un moment clé, un mois clé, plutôt que le faire tout le temps, et puis en fait ça puisse s'épuiser. Est-ce que quelque part, on n'a pas aussi parfois l'impression, surtout vous qui êtes assistant social, que dans toutes les structures, l'aide et l'accompagnement d'étudiants est souvent conditionné à la sensibilité d'une personne qui est en face de lui. C'est-à-dire, est-ce que c'est qu'aussi, si jamais il faut que la personne qui est en face de l'étudiant ait envie aussi de renseigner l'étudiant et aussi une sensibilité. On est dans une relation, donc de toute façon, on a chacun un ressenti, mais ça nous arrive à nous tous les jours. Même on va à la boulangerie, si la boulangère ne pousse pas, on n'a pas forcément... Vous voyez ce que je veux dire? Alors qu'on n'a rien d'autre à lui demander qu'une baguette de pain. Donc quand on va chercher une aide, une info, une orientation, etc., bien sûr la relation est extrêmement importante. Mais encore faut-il aller chercher l'information au bon endroit.
hein. Et je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire que parfois on a des jeunes qui arrivent et qui ont déjà été ballottés de service en service parce qu'on ne les a pas vraiment orientés là où il fallait. Ça, c'est démotivant possible, donc c'est vrai que le but des midi d'autonomie, c'était aussi de pouvoir leur donner, en tout cas, un éventail de dispositifs possibles à questionner sur des problématiques qu'ils rencontrent d'une manière un peu régulière. Et toujours avec une note positive, c'est comme on dit à chaque fois, c'est vraiment être positif, se dire que voilà, il y a peut-être des galères et que les côtés administratifs c'est toujours compliqué, mais qu'il faut y aller, et puis de toute façon, tu as maintenant toutes les cartes en main, à toi de savoir les jouer correctement. Quelle que soit la personne qui est en face, effectivement. Ah oui, La question de la relation, c'est peut-être aussi apprendre aux jeunes, l'autonomisation, apprendre aux jeunes à faire, quelle que soit la personne qu'on a en face, quelle que soit la relation. C'est vrai. Et c'est ce qu'on disait ce matin, c'est que l'intervenant qui expliquait que du coup il ne faut pas globaliser tous les étudiants, c'est pas parce que une personne a le statut d'étudiant que forcément elle va être de la même façon que tel ou tel autre étudiant, et qu'au final il y a un étudiant avec autant de problèmes possibles, qui ne sont pas forcément les mêmes que les autres. On a un ensemble d'individus. C'est un ensemble. Donc la qualité étudiante, c'est un ensemble d'individus et pas, on va dire, un étudiant n'est pas le même à chaque fois. Non. C'est de l'interrogation. Est-ce qu'il y a plusieurs, j'étais en plus, c'est plusieurs intervenants en fait pour chaque problématique? C'est là pour le budget, est-ce qu'il y a plusieurs... Le budget, on avait un petit peu, on touchait un petit peu sur tous les stands si tu veux, au niveau du budget, puisqu'il y avait les Est c'est bon en malin, il y avait les repas pas chers, il y avait l'Agorae, il y avait au niveau du logement, mais on touche aussi au budget. Le budget, il est un peu sur tous les thèmes, tu vois, il est transversal, donc après on a été questionné là-dessus aussi, est-ce qu'il ne faudrait pas aider les étudiants plus sur leur budget d'une manière beaucoup plus académique entre guillemets, apprendre à mieux gérer peut-être un budget, à faire attention aux frais bancaires, aux choses comme ça, parce que ça c'est une réalité aussi. À force de piocher dans le découvert, on finit par payer des frais bancaires énormes et à se retrouver. Peut-être que c'est aussi quelque chose à développer pour la prochaine édition. Ça, il faut vraiment rester sur. Moi, je pense que c'est important de rester sur un seul intervenant par problématique, on va dire. Parce que moi, je me souviens, je n'étais pas encore autant au courant de tout ce qu'il y avait, que la multiplicité des acteurs, ça fait qu'on est perdu. Ouais, mais je suis d'accord. Effectivement, il ne faut pas qu'on multiplie. Il faut que ça reste assez simple et assez un endroit pour aller chercher toutes les infos, toutes les informations. Et un seul endroit pour toutes les informations, mais est-ce que quelque part, on n'a pas besoin aussi de conserver une telle quantité d'acteurs, parce que aussi peut-être que chacun est expert dans son domaine. Est-ce un interlocuteur par diriger vers les acteurs, en fait. C'est pas un acteur qui fait tout, c'est un endroit où on peut avoir accès en fait, à Une sorte de pôle information. Pour éviter, comme tu disais, le ballottage d'un endroit à un autre. Les gens qui faisaient 15 stands sur les 5 ou 6 qu'il y avait, oui, voilà, parce qu'il venait piocher l'info qu'il venait chercher. Tant mieux, il avait réussi à répondre aux besoins en fait. C'est pour revenir au jeu qui permettait d'orienter. Ma question est un peu globale pour les intervenants et même vous ici présents. Est-ce qu'on pourrait avoir une utopie, c'est-à-dire qu'une seule personne serait capable de tout gérer à la fois? Je suis pas sûre que ce soit souhaitable. Dans la vraie vie, c'est pas comme ça. Je pensais sur autant commencer dès le début et savoir qu'il y a des institutions spécialisées. Et oui, je pense que même des métiers, je veux dire, dans les métiers, on devient de plus en plus expert, les assistantes sociales experts dans certains domaines, d'autres. Donc je pense que quelque part, ça permet aussi d'aller jusqu'au bout des choses à chaque fois et que le jeune ne soit pas juste sur un début de démarche sans aller jusqu'au... Parce que c'est vrai que la question du découragement, elle peut venir à tout moment. Il suffit qu'une administration nous renvoie un refus ou un rejet par manque de pièces difficiles à réunir, et là on a envie de laisser tomber pour faire sa demande, alors que c'est un droit. Et je pense que oui, ça reste important en tout cas, de mon avis, qu'il y ait des lieux spécifiques pour... Donc des points d'information globaux avec toute l'information, et par contre regarder les acteurs, les différents acteurs. Et justement, on va passer aux acteurs de santé, du coup avec Mathieu Brel qui est représentant du LMDE.
et qui va être du coup, vous, donc la LN2, plus axé sur le côté santé. Oui, plus axé sur le côté santé. Pardon. La mutuelle des étudiants, donc elle gère à la fois le régime obligatoire et le régime complémentaire en santé. Régime obligatoire pour les étudiants uniquement, et notamment ceux qui ne sont pas salariés au-delà d'un certain nombre d'heures. Donc c'est une partie des étudiants, il n'y a pas les apprentis ou d'autres étudiants qui peuvent être inclus dedans, c'est vraiment les étudiants et pas les jeunes en général. Nous, on revendique que ce soit d'aller vers un régime jeune plutôt qu'un régime uniquement étudiant, puisque la question de l'autonomie en santé, elle ne se pose pas uniquement pour ceux qui sont inscrits, que ce soit dans les sections techniques supérieures, dans les IUT, à l'université, mais globalement dans les formations post-bac. Il y a la mutuelle des étudiants, dans ses missions, elle assure à l'heure actuelle 900 000 étudiants sur le régime obligatoire, et sur la partie complémentaire, 320 000 étudiants à peu près, qui font le choix pour compléter leur assurance santé, de prendre une complémentaire santé à la mutuelle des étudiants. La spécificité, c'est que notamment, c'est le régime étudiant sécurité sociale, il va être géré par les étudiants pour pouvoir prendre des décisions et notamment avoir des revendications, mais aussi derrière, sur la partie notamment complémentaire, avoir des mutuelles et des complémentaires qui sont adaptés aux besoins que peuvent avoir spécifiquement les étudiants et à laquelle ne va pas répondre une mutuelle parentale ou toute autre mutuelle. Et notamment, c'est une des missions qu'on peut avoir, c'est sur la question de l'accompagnement vers l'autonomie en santé, puisque un jeune, quand il arrive pour la première fois en enseignement supérieur, il ne connaît pas le système de santé, c'est en général, il était ayant droit de ses parents, il n'était pas proprement lui-même assuré social, et donc il y a tout un tas de choses qu'il ne connaît pas, à la fois sur comment il va être remboursé, auprès de qui, les démarches qu'il a à faire, comment fonctionne en gros, le système de santé. Et donc il y a dans la partie régime étudiant de sécurité sociale le fait qu'on devienne soi-même assuré social, que ce soit géré par les assurés sociaux, la question de prendre son autonomie vis-à-vis du système de santé, notamment par exemple sur la question des franchises, des forfaits. On voit que les étudiants, plus ils avancent dans leur cursus d'études, plus ils connaissent le système de santé et comment ils vont pouvoir être remboursés. Un primo arrivant, notamment je pense à l'université, mais c'est valable partout, quand il va voir les grilles de remboursement, que ce soit de la sécurité sociale, que ce soit des complémentaires santé étudiante, il va en général avoir du mal à lire qu'est-ce que ça veut dire être remboursé à 100% du tarif de la sécurité sociale. Et ça, il y a aussi cet aspect-là, c'est-à-dire le fait qu'on lui permette d'être soi-même assuré social, de prendre son autonomie en santé et de savoir comment fonctionne le système de santé. Et ça, c'est une part qui est importante et qui est assurée par les délégations de services publics des mutuelles étudiants, ce que ne fait pas la CEPAM, elle n'a pas dans ses missions d'apprendre à quelqu'un comment fonctionne le système de santé. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi un besoin ensemble. Ensuite, il y a sur notamment les axes, que ce soit d'accès à une protection sociale, aux soins ou à la prévention, où il va y avoir certaines spécificités des étudiants qui sont à la fois assurés sociaux, mais qui ne vont pas avoir tout à fait les mêmes droits que les autres. Je pense notamment à la question de la complémentaire santé, où il y a deux dispositifs qui existent, c'est-à-dire l'aide à la complémentaire santé, la CMUC, où l'étudiant va avoir très peu accès à cette aide-là de manière autonome, c'est-à-dire par lui-même. Il va dépendre des revenus de ses parents, et c'est alors qu'il aurait besoin de cette aide-là pour pouvoir accéder à des soins, etc., avoir une couverture complémentaire qu'il n'a pas forcément les moyens de se payer, et ben, il ne va pas pouvoir y accéder, puisqu'il y a une question, différents critères qui posent la question de l'indépendance financière, d'avoir un logement autonome, etc. Et donc il y a certaines spécificités qui font que les étudiants sont exclus,
et de certains dispositifs d'aide. Et le système de santé à l'heure actuelle, dans les enquêtes qui sont menées, que ce soit par l'ensemble des mutuelles étudiantes ou spécifiquement par la mutuelle des étudiants, on retrouve quand même un renoncement aux soins qui va être plus élevé parmi la population étudiante, notamment à hauteur de 30% à peu près pour les étudiants qui ont déjà renoncé à aller voir un professionnel de santé. Et ça, c'est bien entendu en lien avec le fait de ne pas avoir aussi de complémentaires et les faibles revenus des étudiants. On estime à peu près à hauteur de 58% le nombre d'étudiants qui vivent avec moins de 400 euros par mois. Quand on a moins de 400 euros par mois, le choix de prendre une complémentaire santé, il se fait spécifiquement sur la question budgétaire. En vrai, l'arbitrage, il se fait, est-ce que je prends le risque ou pas, mais est-ce que j'ai les moyens ou pas, et dans ce cas-là, je ne prends pas de complémentaire santé. Mais quand j'ai un besoin de soins, les fins de mois étant difficiles, je ne vais pas nécessairement aller sur les soins que j'aurais, si j'avais eu les moyens, je serais allé voir le médecin généraliste, je serais allé voir un dermatologue, etc. J'aurais passé des examens en laboratoire. Donc il y a un fort renoncement qui est encore plus présent, notamment sur les médecines spécialistes, c'est-à-dire ce qui est le dentaire et l'optique, où le rôle de la complémentaire santé, elle est d'autant plus importante. Il y a un plus fort renoncement aux soins qui se ressent plus sur ces deux segments-là, l'optique et le dentaire, pour les étudiants qui n'ont pas de complémentaire santé. Et par rapport à ça, le fait d'être un régime étudiant de sécurité sociale, ça porte le fait qu'on a des revendications sur l'accès aux soins des étudiants, ce qu'on ne pourrait pas nécessairement faire si c'était de simples élus au sein de la caisse primaire d'assurance maladie. On ne pourrait pas avoir les mêmes revendications que si on est la LMDE, des élus étudiants élus par les étudiants qui gérons nous-mêmes à la fois le VRO et le RC, et de poser des revendications. C'est notamment sur la question des complémentaires santé, puisque ça tend à se développer de plus en plus. On voit, je parlais tout à l'heure des franchises, des forfaits, etc., qui font qu'il y a un glissement, notamment sur les soins de ville, du RO vers le régime complémentaire, où il y a de plus en plus besoin d'avoir une assurance maladie complémentaire pour pouvoir accéder aux soins. Et là-dessus, la mutuelle des étudiants, on a porté des revendications. Comme les étudiants ont beaucoup de difficultés pour accéder au dispositif d'aide à la complémentaire santé, la revendication, c'était de leur permettre d'avoir un chèque santé adapté aux étudiants en attendant d'avoir accès à cette aide nationale. Et ça a été mis en place dans 12 régions, 4 conseils généraux, deux, qui mettent en place un dispositif d'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé à destination des étudiants, alors avec des critères qui vont varier, une moyenne qui va être un domaine dans lequel les mutuelles d'étudiants investissent, et notamment la mutuelle des étudiants, qui est peu fait par les pouvoirs publics. En tant que délégataire du régime étudiant, on touche 1 € pour faire des actions de prévention par assuré social, par affilié à la mutuelle des étudiants. Budgétairement, on dépense à l'heure actuelle 2 € par étudiant pour pouvoir faire des actions de prévention qui soient importantes, notamment sur la question de la sexualité, de l'alcool, la prévention sur les substances, et également un développement sur la question du bien-être psychologique, de l'état psychologique des jeunes. Et donc, il y a un axe de prévention qui est développé par la mutuelle des étudiants. Alors, sur Lyon, il y a des permanences qui sont tous les mercredis organisés avec une psychologue d'obstétrique. Et il y a d'autres dispositifs qui existent aussi en dehors de Rhône-Alpes, notamment à Paris avec une autre association où il y a des consultations psychologues qui sont mis en place dans les locaux de la mutuelle des étudiants auxquels on fait la prévention. Et donc, il y a cet aspect-là qui est important sur la question de la prévention, où, un peu comme ce qui était dit tout à l'heure, c'est de la prévention par les pairs, puisqu'on estime que c'est plus facile pour un étudiant de recevoir un message qui est porté par un autre étudiant, notamment sur les actions de déambulation qu'on peut mener dans différentes villes, c'est-à-dire lors principalement de soirées étudiantes, donc le jeudi soir. Il y a des
étudiants formés par la mutuelle des étudiants qui déambulent dans la ville pour faire de la prévention autour du thème de l'alcool, de la sexualité principalement. Et il y a cette démarche-là, une prévention qui est faite par les pairs avec un regard non moralisateur et non stigmatisant. C'est plus facile d'accepter un message d'un jeune de 20 ans qui a le même âge que soi que quelqu'un qui a 50 ans qui va te dire « Ah, faut que tu te protèges ce soir, ah, faut que tu fasses attention à ton consommation d'alcool, etc. » Surtout que l'étudiant peut oublier que la personne qui est en face de lui a été étudiant aussi avant et que du coup il a connu le même problème. Donc, c'est vrai qu'un étudiant en général, quand on va parler d'alcool, de sexualité, il vaut mieux avoir la même tranche d'âge, je pense, pour arriver à toucher avec les bons mots. Il y a ces deux aspects, accès aux soins et prévention, qui sont menés avec des revendications derrière en tant que mutuelle étudiante. C'est un des aspects de la mutualité de revendiquer sur l'accès aux soins. Et il y a au-delà aussi de la santé, ce qu'on peut dire tout à l'heure sur prendre son autonomie, notamment je pensais par rapport aux fins de mois difficiles, etc. Et à la déclaration d'impôt. La mutuelle des étudiants, elle fait partie de l'économie sociale et solidaire. Il y a certaines banques qui en font partie, avec laquelle on a créé l'ASE, qui est la banque des étudiants. On essaye de faire en sorte qu'il y ait des dispositifs qui soient mis en place et un accompagnement, notamment sur la question de l'impôt, faire en sorte que le conseiller dans une banque, quand il voit un étudiant, ils se disent « Ah, il va faire sans doute pour la première fois sa déclaration d'impôt » et qu'ils puissent l'accompagner pour le prévenir de « Va falloir que tu fasses une déclaration d'impôt même si tu gagnes rien, ou si tu gagnes quelque chose, prévois, etc. comment ça fonctionne. » Des dispositifs, je pense, par rapport au CROUS, sur la question des bourses, où c'est pas toujours versé à même date, ça peut créer des difficultés pour les étudiants. La question de l'avance de bourse qui peut être faite avec un fonctionnement un peu sur le modèle du découvert. Donc il y a les aspects santé et aussi un aspect plus global de bien-être de l'étudiant et prendre en compte aussi son autonomie. Est-ce qu'on pourrait dire que le fait de renoncer aux soins, ça viendrait que d'un problème d'argent, on va dire, l'étudiant? Est-ce que ça serait pas aussi parce que souvent il est perdu, savoir qui rembourse quoi, comment, à quelle hauteur, etc. Est-ce que justement ce côté renoncement aux soins, parce que je me souviens, Aptitude a mené une enquête qui s'appelait Porte à Porte dans différentes résidences étudiantes du CROUS, et dans laquelle il était ressorti que souvent l'étudiant ne se sentait pas malade ou ne sentait pas avoir des problèmes, alors qu'au final, les personnes qui intervenaient, les bénévoles d'Aptitude, trouver chez eux des facteurs alarmants et des facteurs d'alerte justement sur le côté mal-être et autres, alors que l'étudiant lui-même ne se sentait pas malade ou être en mal-être. Est-ce que du coup on pourrait dire que l'étudiant quelque part n'aurait pas serait pas invincible et ne penserait pas qu'il ne peut jamais être malade, et d'où aussi le fait renoncer aux soins en se disant de toute façon je vais pas demander chez le médecin, c'est qu'un rhume ou chose comme ça. Oui, si, c'est le facteur culturel qui existe selon les différentes populations. L'étudiant, en général, dans les enquêtes qui sont menées par les mutuelles, c'est 80% des étudiants se sentent en bonne santé, avec plutôt un très bon état de santé. Malgré tout, justement, sur la question de l'éducation au système de santé, ce qu'est la santé, au-delà d'une maladie apparente, d'avoir mal à la jambe, etc., au fil de l'avancée dans les études, il y a dans les statistiques une dégradation de l'état de santé qui est ressentie. Justement, il y a quelque part une prise de conscience de ça. Mais sur le renoncement, il n'y a pas que la question financière, bien entendu. Il y a aussi la question de l'accès géographique. On parlait de temps tout à l'heure et de se déplacer sur les lieux de vie des étudiants, que ce soit les résidences ou principalement les lieux d'études. Et là-dessus, nous, on revendique le fait que les SUMS passent de plus en plus en centre de santé pour permettre l'accès aux soins. Ça a été fait notamment à Grenoble, où c'est un vrai centre de santé sur le lieu de vie d'études. L'étudiant, quand il a ses études, quand en plus il va devoir travailler, il n'a pas forcément le temps d'aller faire un trajet de plus pour pouvoir aller se soigner. Ça participe aussi du renoncement aux soins. Les raisons financières, c'est en troisième position. La première position, c'est le ressenti au départ, et la deuxième, c'est la question géographique du temps de déplacement, etc. Et du coup, tu parlais des centres de santé étudiants, etc. Le professeur Debout nous évoquait notamment à Lyon, avant le centre de santé étudiants qui était géré à l'époque, c'était l'époque des IGE, de la MEF, etc., donc il y a plusieurs dizaines d'années. Est-ce que on pourrait dire que finalement il faudrait faire un retour en arrière quelque part et se dire qu'il faudrait retourner à ces centres de santé
Ou est-ce qu'on arrive à dire en fait que finalement les priorités qui étaient déjà là à leur époque, et par notamment tout ce qui était contraception, tout ce qui était avortement, maladie, etc. au niveau de la vie sexuelle, est-ce qu'on pourrait dire que finalement les priorités au niveau de la santé sont les mêmes qu'il y a 10 et 20 ans, c'est juste notre façon de les gérer qui aurait changé? La question des besoins de centres de santé, elle existe toujours, il y a toujours besoin des centres de santé, mais il n'y a pas les moyens à l'heure actuelle de pouvoir mettre en place les centres de santé, que ce soit, le frein il est principalement financier, des fois aussi culturel au niveau des services de médecine préventive qui ont un aspect prévention et pas forcément un aspect soin qui peut être compréhensible, mais c'est principalement la question financière. Les universités n'ont pas forcément les moyens et la volonté de mettre en place des centres de santé, et la question des financements des centres de santé, au-delà des étudiants, elle est pour l'ensemble des centres de santé une problématique de financement. Donc il y a toujours besoin d'avoir des centres de santé. Derrière, c'est la question des moyens et de la volonté politique de les mettre en place. Nous, si on avait les moyens de mettre, comme l'AMNEF a pu avoir des centres de santé, on en ferait. Mais à l'heure actuelle, on n'a pas les moyens de financer des centres de santé. Malheureusement, c'est la notion de moyens qui vient... Sur cette question-là. Est-ce que c'est la question de moyens ou de volonté? Les deux probablement. Au niveau politique, c'est une question de. Ça se fait à Grenoble. Oui, moi je peux vous parler de Grenoble que je connais très bien. Grenoble, le centre de santé est interdit. Donc au lieu d'avoir une MPU dans les 4 établissements grenoblois, Grenoble 1, Grenoble 2, Grenoble 3 et l'INP de Grenoble, tout le monde a mutualisé le centre de santé. D'ailleurs, il y a 2 centres. Il y en a un sur le domaine universitaire et il y en a un au centre-ville. Celui de centre-ville est quand même moins développé que celui, enfin, est moins grand que celui de l'universitaire, mais ils ont cet effet de manière assez aussi en centre-ville pour à côté du CROUS. Dans ce centre de santé, vous pouvez faire à peu près tous vos soins sauf ce qui est dentaire et optique et ophtalmo. Donc il y a tout ce qui est prévention, gynéco, dermatologique, tabaco, enfin tout quoi. Enfin, vous arrivez à faire pas mal de choses. C'est aussi donc un centre de santé où vous pouvez avoir votre médecin traitant. Quand vous êtes décohabitant et que souvent, vous parlez du médecin traitant, mais quand vous avez vos parents qui se trouvent au fin fond de l'Ardèche et que vous venez faire vos études à Grenoble, le médecin traitant s'en fout un peu parce que le temps que vous rentrez chez vous, vous serez seulement guéri, donc autant avoir ça. Même si on peut avoir plus de temps, je sais plus quelle est la distance kilométrique, il n'y a pas de distance. Le médecin traitant, il n'y a plus de distance. L'important c'est que le médecin traitant soit enregistré. Même s'il est au fin fond de l'Ardèche, on peut aller voir un médecin à Lyon. Ouais. Et ça passe parce qu'il y a des situations d'urgence. Oui, voilà, la connaissance. Je sais que quand on est. Il me semblait que la Sécu avait une sorte de notion de distance ou à partir laquelle il n'y avait plus de. C'est quoi? C'est comment on appelle ça déjà? On enlève le remboursement. Non. La franchise. Oui, la franchise, voilà. Il y a une franchise qui, par une certaine distance, justement, ils l'enlèvent parce qu'ils estiment qu'on peut être malade loin de chez soi. Mais voilà, on peut le faire pour les étudiants qui habitent à l'année à Grenoble, ils peuvent prendre le médecin traitant au centre de santé, il n'y a pas de souci. Là, la question qu'on est en train de se poser maintenant, c'est comment faire pour avoir une offre d'ophtalmo et de dentaire qui soit remboursée par la Sécu au tarif normal, sans avoir des frais d'honoraires qu'on peut avoir dans le secteur 2 ou même hors secteur. Donc voilà, c'est la question où on en est, quoi. C'est vraiment, on est à ce niveau-là. Alors après, typiquement, ça va faire bondir. Quand on a fait centre de santé, donc il y a eu une utilisation de moyens, mais on a aussi renoncé à certaines missions. On ne fait plus la visite de rentrée, une visite médicale de rentrée de l'ensemble des étudiants. On ne l'a fait que pour les étudiants étrangers. Oui, parce qu'à l'origine, normalement, c'est une visite obligatoire. Voilà. Alors, et le choix a été fait. Cette visite, elle est très peu faite par les étudiants. Oui, je sais, mais clairement, nous, on n'a jamais vu la couleur, et ils ne la focalisent que sur les étudiants étrangers, parce qu'il y a aussi une question de ressources, de médicales, il faut avoir les médecins pour tout ça. Et voilà, ils ont préféré, au lieu d'avoir 40 médecins généralistes, n'avoir que 5 ou 10 qui vont gérer que ces cas-là, et puis on peut avoir comme ça un psychologue en plus, on peut avoir un médecin du sport, on peut avoir d'autres choses. Alors après, je reviens aussi sur si je peux me permettre, sur le point que tu évoquais sur la complémentaire santé financée par les conseils régionaux, notamment l'Île-de-France. Mardi dernier, il y a eu une réunion au niveau étudiante par
Conseil régional de Rhône-Alpes. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'Alliance Université Rhône-Alpes pour ceux qui sont de la région. C'est un grand projet de Jean-Jacques Caram de vouloir faire une université rhône-alpine unique. On va faire l'université de Lyon, l'université de Grenoble, puis on verra après. En 40 ans, peut-être qu'on arrivera à une université unique. Mais on a évoqué ce point justement de faire un peu comme à Paris un chèque mutuel, un fonctionnement de la santé. Et la région a clairement dit qu'elle n'était pas là pour se substituer à l'État. C'est trop facile de payer pour l'État et l'État le change. Ils étaient plus sur le parcours, faire en sorte qu'on ait des médecins, notamment à Lyon, conventionnés pour que ce soit remboursé sur les tarifs qui apparemment est loin d'être le cas parce que vous avez plus par secteur et secteur 2, je crois sur Lyon, surtout ce qui est un peu spécialisé, ce que j'ai fait comprendre. Et ils ont fait le calcul, je crois que c'est un chiffre de l'OVE, il y a 17% d'étudiants qui n'ont pas de complémentaire de santé, je me trompe. Pardon? Non, c'est dans ces deux-là. Ouais, de ces deux-là, ouais, voilà, on va dire 1% pour faire un calcul rapide. Il y a 200 000 étudiants sur la région Rhône-Alpes. Vous faites le calcul de 20% de 200 000 multiplié par 100, puis vous voyez combien ça fait de budget. La région a tout de suite dit bah, on n'a pas les moyens. Voilà. Donc ils préfèrent aller, sans vouloir les justifier, enfin discuter des tas des discussions à discuter, ils préfèrent eux essayer de, avec l'ARS, faire un parcours de santé, pour les étudiants, plusieurs pistes pour se soigner dans le tarif sécurité sociale, que de financer une complémentaire santé qui finalement va permettre aux médecins de monter leurs tarifs et parce qu'ils vont être, ils préfèrent être sur ce jeu-là. Alors après, c'est le choix de la région, c'est un choix politique qui leur appartient. Après, on leur a dit, allez voir quand même si on passe à Paris, quoi. Alors après, pour revenir sur la question du médecin augmenté, c'est pas les mutuelles étudiantes qui créent les dépassements d'honoraires, c'est les autres mutuelles qui prennent en charge ces dépassements qui entraînent encore plus de dépassement du dépassement en quelque sorte. Sur la question de substituer la région, l'État, etc., c'est pas tout à fait vrai. Par exemple, la région Île-de-France, elle dit nous, on n'a pas substitué à l'État, donc l'aide à la complémentaire santé qu'on met au chèque santé étudiant, il est pour les étudiants boursiers échelon 0 à 4. Ceux 5 et 6 qui, normalement, auraient le droit à l'aide à la complémentaire santé, et comme en général, ils résident chez leurs parents, c'est le revenu des parents, et qu'en plus, leur montant de bourse, il est intégré aux revenus, qui crée qu'ils ne sont plus du coup éligibles forcément à ces dispositifs-là. C'est pour ça que les régions, pour permettre l'accès aux soins, ont fait le choix certaines, il y a Midi-Pyrénées également et d'autres, de mettre en place ces dispositifs-là. Et par ailleurs, il y a aussi, sur la question de l'accès aux soins et de l'autonomie, le régime obligatoire, on est assuré social sur cette partie-là de manière autonome, on n'est plus ayant le droit de ses parents. Ça facilite quand même d'avoir ces remboursements, que ses parents ne soient pas forcément au courant de... En général, on parle de la contraception, mais il y a aussi d'autres choses. On n'a pas forcément envie que nos parents sachent qu'on a fait ces soins-là, que ça apparaisse sur les feuilles de soins. Et quand on est ayant droit de la mutuelle de ses parents, ça apparaît tout de suite. On va engager l'avance de frais en quelque sorte, notamment quand ils habitent au fin fond de l'Ardèche, qu'on veut voir un médecin à Lyon, je vais dépenser les 23 €. Derrière, c'est eux qui vont être remboursés pour la part. Il faut que je leur demande qu'ils me reversent la partie complémentaire. Donc il y a aussi la question de l'autonomie et de la participation au système de santé. On estime qu'un étudiant, s'il peut avoir le régime obligatoire et aussi sa propre complémentaire santé en dehors d'un très bon droit, c'est ce qui peut être mieux pour qu'il puisse prendre son autonomie. Et il y a un chiffre qui est quand même important, il y a 12, au-delà des 17-19% qui n'ont pas de complémentaire santé, il y en a 12% qui ignorent s'ils n'ont pas une complémentaire santé. Parce que quelque part, le fait qu'ils puissent être encore couverts par la complémentaire des parents fait que souvent ils y passent. Il y a des démarches aussi à faire quand on est étudiant, on ne fait pas toujours du coup, on va plus forcément être couvert. Moi, je reviendrai bien sur le renoncement aux soins et les 3 points que vous avez notés, ressenti, financier, géographique. Je pense qu'on revient aussi à l'information. Je pense que les étudiants ne sont pas informés que, par exemple, au dispensaire, je reprends pour Lyon, au dispensaire Sévigné, pas d'avance de frais quand ils sont à la MDE. Les soins dentaires au centre dentaire, minimum.
la visite chez l'opticien remplace 3 ans après l'ophtalmo une visite chez un ophtalmo. On peut faire un bilan de santé gratuit à la sécurité sociale avec le cholestérol, radio pulmonaire, l'examen dentaire, etc. Tout ça, les étudiants ne le savent pas. Et je crois qu'il y a un renoncement aux soins aussi. Ils ne savent pas, par exemple, que sur le site Amélie, ils vont trouver les médecins qui sont en secteur 1. Au moins, quand ils iront voir un médecin, ils sauront à quelle sauce. Voilà, ils sont je peux dire 1 et 2. Voilà, ils ne savent pas ce que ça veut dire. Donc, ils ne savent pas qu'il y a un centre de planning familial. Voilà. Et je crois qu'il y a vraiment aussi un problème d'information. Les étudiants qui savent qu'il n'y a aucune avance de frais au dispensaire Sévigné, je pense que ça peut se coûter sur... Les étudiants qui savent qu'il y a un dispensaire à Sévigné aussi, c'est déjà. Mais ils peuvent aller voir un dermato, un gynéco, un endocrino sans avance de frais. Je crois qu'ils le savent pas. Il y a un problème d'information. C'est un endroit où l'étudiant pense trouver l'information. Et justement, après, quand il aura trouvé l'information, on peut pouvoir le rediriger sur ces dispensaires. Il y a la question de comment on communique. Nous, par exemple, si on envoie des mails à nos affiliés adhérents, ils ne les ouvrent pas forcément, etc. Comment on leur transmet l'information. On a mis en place, nous, pour les affiliés, les adhérents, sur leur espace perso, une information sur les conventionnements qu'on fait, notamment sur la partie complémentaire, parce que les centres de santé font obligatoirement le tiers payant sur les RO et le tarif opposable. Mais sur cette question-là, on se heurte aussi à une difficulté. Nous, on voudrait aller plus loin, par exemple, sur les centres de santé, faire la promotion des centres de santé, où un étudiant à proximité de son université va pouvoir avoir accès à un tarif opposable ou le tiers payant d'être pris en compte. Mais on n'a juridiquement pas forcément le droit, à l'heure actuelle, d'orienter un étudiant vers un professionnel de santé, donc un centre de santé. Et donc, on se heurte aussi à cette problématique-là, c'est-à-dire on met en place, on indique aux étudiants avec qui on est conventionné tiers payant, sans faire la promotion, mais juridiquement, il y a des professionnels de santé qui se plaignent, qui disent que vous n'avez pas le droit de faire la promotion, même de votre tiers payant, etc. Donc, on se heurte aussi à ces difficultés-là sur l'information. Dans les midis d'autonomie, là, il y a toute une information sur la santé qui sera sur c'est vrai que quand je suis arrivé à l'université, ça m'a un peu choqué entre guillemets, mais c'est le côté où il y a 2 mutuelles étudiantes aussi, de ce côté-là, ça rajoute encore à ce côté-là. J'ai rien contre les mutuelles à toute personne, il n'y a pas de souci là-dessus, mais c'est vrai qu'il y a un côté, parce que voilà, il y a les stands sur les chaînes d'institution, etc., c'est normal, c'est le son des étudiants. Et ouais, il y en a, ils arrivent, ils ne savent même pas ce que c'est le régime obligatoire ou complémentaire. Je pense qu'il y a aussi des abus à ce niveau-là, que ce soit le boulot, c'est aussi là où les étudiants sont un peu vulnérables et ils ne savent pas là où ils sont, ils ne savent pas qu'ils ne sont pas obligés d'avoir un régime complémentaire. Il y a des cas comme ça, donc on reçoit aussi des questions. Et bon, voilà, ça pose ces questions-là aussi, de lisibilité aussi de l'information. Mais c'est toujours le problème de fois de rajouter trop de couches. Et un peu, voilà, ce côté milieu-autonomie, il y a un peu tout, c'est toujours la même problématique. Par rapport au fait qu'il y ait un duopole, qui est d'ailleurs le seul dans les régimes délégués de sécurité sociale, que ce soit l'agriculture ou l'éducation, un monopole et qu'un seul acteur, notamment le régime agricole, il y en avait 2 à un moment, on est repassé à un seul, parce qu'il y a quand même par exemple, on trouverait anormal qu'il y ait 2 CEVA différents, et ce serait illogique. Donc nous, on pense qu'il faut aussi refonder le régime étudiant de sécurité sociale, élargir déjà la population qui est touchée, avoir un régime jeune, puisque la question n'est pas l'accès à l'autonomie en santé, elle n'est pas que pour les étudiants, et d'avoir une situation où il y a un seul acteur qui permet de faire sur les chaînes beaucoup plus d'informations, plutôt que des fois ce qu'il y a pu y avoir sur certaines zones, c'est-à-dire aller chercher l'étudiant, puisqu'on est rémunéré sur le nombre d'affiliés qu'on a, etc. Donc avoir cette approche-là pour avoir une démarche uniquement d'information, etc., d'éducation au système de santé dès le départ. Nous, on est bien entendu favorable. Après, est-ce qu'il y a une volonté politique d'avoir une défense du régime étudiant de sécurité sociale, de revenir à une situation de monopole sur le régime étudiant de sécurité sociale? C'est la question qui est posée aux différents acteurs. Je vais juste revenir sur le côté un peu de prévention. Je ne sais pas si forcément c'est de la prévention ou pas, mais
Moi, je sais que quand je suis arrivé à la fac, comme je disais, mon expérience personnelle, voilà, ça ne faisait rien. Je savais même pas que les étudiants avaient un régime spécifique sur la sécurité sociale. Mais en plus, quand on voyait le nom mutuelle étudiante, pour nous, c'était mutuelle. C'était pas forcément l'endroit où on allait souscrire notre assurance santé. Et du coup, est-ce que vous faites des. Voilà, la pédagogie, en fait, c'est pas de la prévention, c'est de la pédagogie envers les étudiants. Quand ils vont s'inscrire, quand ils viennent pour souscrire une mutuelle ou quoi que ce soit, bien leur expliquer comment ça fonctionne, pourquoi on est là, comment on le fait, etc. Alors ça va dépendre des universités. Parce que comment sont organisées aussi les chaînes d'inscription. Quand c'est dématérialisé, par exemple, l'étudiant il est sur son ordinateur, il a pour Lyon, il a LM2 ou SNEA, nous on ne le voit pas avant. Il arrive sur l'université, il a déjà choisi son centre de sécurité sociale pour la plupart. Dans ce cas-là, on lui explique ce que c'est la partie régime obligatoire, ce que c'est la partie régime complémentaire. Après, on revient sur savoir lire les tarifs opposables, etc. Et là-dessus, il y a une éducation au système de santé qui se fait progressivement par la pratique, hein, tout simplement. Et sur le temps qu'on a, quand on voit l'étudiant, que ce soit dématérialisé ou pas, on n'a pas le temps de lui apprendre l'ensemble du système de santé. Ça pose une problème. Nous, si on pouvait le faire, par exemple, ce serait beaucoup plus simple pour la mutuelle des étudiants, derrière, pour traiter les soins des étudiants. Quand un étudiant ne sait pas tout à fait comment fonctionne, il va envoyer à la mauvaise adresse sa feuille de soins, il va mal la remplir, ce qui fait que nous, derrière, on va devoir traiter, ça nous pose un problème pour pouvoir le rembourser si on n'a pas toutes les informations. Il y a des étudiants qui mettent les mauvaises informations d'adresse, etc. Il y a la question de la carte vitale qui est importante, puisque quand on a 18 ans, on va recevoir pour la première fois sa carte vitale, ou si on l'a déjà, la remettre à jour. Mais la carte vitale, ce n'est pas les mutuelles étudiantes qui gèrent leur édition, et donc nous, on se retrouve où ce serait préférable pour nous que tous les étudiants aient leur carte vitale, pour l'étudiant aussi, et on n'a aucun moyen, par exemple, d'agir là-dessus. Donc ça vous a beaucoup de problèmes, le fait pourquoi arriver sur un autre régime, en fait, simplement de passer à un régime. On arrive sur. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'on arrive sur un régime où on devient assuré social. C'est-à-dire que si ça ne se faisait pas pendant le temps où on est étudiant, ça se ferait après. Si la CEPAM, elle devait, la CNAM et les CEPAM devaient gérer 2 millions d'assurés sociaux en plus, à qui ils traitent les cartes vitales, à qui ils traitent les feuilles de soins, etc., à qui ils expliquent le système de santé à l'heure actuelle, ils ne le font pas, les CEPAM. Et donc, il y a la question de l'éducation au système. Parce que l'autonomisation, elle passe quand même d'abord par le choix. C'est-à-dire qu'il faudrait déjà à la base, quand les étudiants viennent s'inscrire, qu'ils sachent que c'est pas obligatoire, mutuelle, et qu'il y en a deux, et qu'ils puissent avoir tous les éléments pour faire leur choix. Ça, ils n'ont pas de fait. On explique ce qu'est le régime obligatoire. On ne peut pas demander à une mutuelle, enfin, vous expliquez des choses, c'est normal, mais on ne peut pas demander à une mutuelle d'expliquer déjà que l'étudiant n'est pas obligé de prendre une mutuelle. Oui. En fait, ça, il est obligé de s'affilier à une mutuelle. Non, il est obligé de s'affilier à la sécurité sociale, pas à la mutuelle, c'est ça le problème. D'accord, mais c'est son choix, c'est ça le choix. Après, c'est l'histoire du choix. Lui donner le moyen de. Est-ce que je peux me permettre, travaillant dans une mutuelle étudiante, quand même, d'enlever tout doute sur l'honnêteté quand même des mutuelles étudiantes. Parce que c'est absolument pas l'intérêt d'une mutuelle étudiante à forcer un étudiant qui est déjà couvert par ses parents à la mutuelle étudiante. Parce que là, la mutuelle étudiante, elle est morte à moyen terme. Non, là, il faut que ça soit clair. Notre intérêt, c'est de bien expliquer les choses le mieux possible avec le temps dont on dispose pour les étudiants, qui soient satisfaits du service qu'on apporte, des délais de remboursement, etc. Et de lui donner envie et de présenter les avantages qu'il a dans le souci de son autonomie à ce qu'il prenne effectivement une mutuelle étudiante. Mais franchement, il n'y a aucun but de notre part. C'est pas ce que je dis. Non, mais parce que le monsieur a parlé de vulnérabilité d'un étudiant qui arrivait.
C'est vrai, c'est vrai. Mais C'est parce qu'il n'a pas l'information. c'est parce qu'il n'a pas d'information. Mais croyez-moi que quand un étudiant va ouvrir un compte dans une banque, là la banque n'a aucun scrupule. Et je rejoins ce qu'a dit effectivement monsieur. Un étudiant, c'est vrai, peut être vulnérable, mais c'est certainement pas en rentrant dans une mutuelle étudiante, gérée par des étudiants qui est le plus vulnérable, loin de là. Une Mutuelle étudiante, c'est gérée par les étudiants. Mais du coup, je pense qu'il y a quand même une notion de pair qui reste dans la mutualité étudiante, qui est du terme étudiant. Donc cette notion de pair qui revient toujours, même pour la gestion au niveau des différentes mutuelles. Est-ce qu'on pourrait revenir du coup sur les questions plus santé étudiant plutôt que revenir sur les intitulés et des problèmes de sémantique qui malheureusement ne sont pas de notre ressort, j'ai envie de dire. Donc il faudrait recentrer sur le côté santé propre de l'étudiant et se dire c'est quand même un peu fou d'avoir cette impression que l'étudiant ne sait pas lui-même aussi chercher l'information à un endroit précis, puisque tous les acteurs finalement mettent à disposition les informations, mais que malheureusement parfois c'est l'étudiant qui soit n'a pas trouvé le bon interlocuteur, soit n'a pas recherché dans le bon angle. Est-ce qu'on peut dire tous ici réunis que souvent c'est en fait un problème d'orientation dans la recherche qui vient parasiter entre guillemets l'information des étudiants? En général, pas forcément. L'étudiant, il va rechercher l'information quand il aura besoin. Donc après, c'est quand est-ce qu'on communique avec lui. Si on lui indique en mars-avril qu'il peut avoir une complémentaire, qu'il peut avoir un centre de santé, quand il en aura besoin en octobre, il n'aura plus forcément cette information en tête, il faudra à nouveau qu'il la recherche. C'est comment on communique aussi auprès de lui, comment on peut lui transmettre l'information. Mais en général, un étudiant qui est déterminé à aller voir un médecin, il va trouver l'information. Excusez-moi. On parle d'autonomisation des étudiants, mais concernant la santé, je pense que l'information, c'est aussi beaucoup parce que les parents en amont n'avaient pas cette information-là du changement, parce que certains n'ont pas vécu cette histoire de mutuelle et de complémentaire, etc. Certains parents, moi de ma génération, ils n'avaient pas ces informations-là. Donc du coup, quand moi j'arrive à la fac, ils n'étaient pas non plus outillés pour me dire attention, tu vas changer de régime et il faudra bien se renseigner, etc. Certains ils sont aussi perdus. Dire à leur enfant il va falloir que tu changes de régime, tu as bien fait attention, tu as bien fait une mutuelle, etc. Ils leur ont pas donné cette information-là déjà à la base. Donc l'étudiant lui-même, savoir qu'il va falloir qu'il prenne une complémentaire, une assurance obligatoire, plus une complémentaire parfois ou pas, ils sont encore plus perdus. Je pense que. Même si là on parle bien de l'étudiant qui en effet doit commencer ses démarches, mais je pense que des fois c'est aussi la pédagogie en famille. Oui, tous les parents ont passé le régime étudiant, il date depuis 48, donc pour ceux qui ont fait des études, ils connaissent un peu. Après, il y a eu une évolution, c'est ce que je disais, en 48, en 70, le rôle du régime complémentaire, il n'était pas si important, notamment sur les soins de ville. À l'heure actuelle, c'est plus que 50% sur les soins de ville qui est pris en charge par le régime obligatoire. Donc il y a de plus en plus un besoin de complémentaire santé. Et là-dessus, ça a un rôle à jouer, la complémentaire santé, sur l'autonomisation. C'est ce que je disais tout à l'heure. Un étudiant, à la fois dans l'avancée dans son cursus, il va mieux maîtriser le système de santé dans son ensemble. À contrario, comme il a plus d'informations, il va avoir tendance à juger son état de santé moins favorable. Comme il a plus d'informations. Après, sur le temps de quand est-ce qu'il va acquérir une complémentaire santé propre à lui, c'est pas sur le temps où il vient s'inscrire que les étudiants prennent majoritairement des complémentaires, c'est sur les lieux après des mutuelles étudiantes, en accueil, etc., où ils viennent faire la démarche de prendre une complémentaire. C'est sur ça. Dans les banques, effectivement, c'est ce que disait monsieur, c'est-à-dire qu'on voit aussi de plus en plus d'étudiants qui ont des complémentaires santé ou les assurances, parce qu'ils ont un conseil par le banquier. Et effectivement, moi j'entends tout à fait ce que dit ma collègue, à savoir que c'est primo-arrivant pour ces futurs adultes, ces jeunes étudiants-là, qui sont un peu perdus, s'ils n'ont pas eu la chance d'être accompagnés, parce que par des parents. Bon, là, il y a un déficit et j'ai bien entendu l'association qui travaille aussi auprès des lycéens. Je pense que là, il y a un gros travail à faire et les services sociaux des CROUS, d'ailleurs, s'y emploient également, travailler parfois avec les collègues des services sociaux en faveur des élèves pour justement à travailler avec les futurs étudiants et sur ces questions de santé. Ça se déploie de façon variable plus ou moins, mais je
je pense que cette question d'information, ce canal d'information est aussi important. Parce qu'on le voit nous sur des forums où en fin de compte pour les questions de bourse qui sont livrées, les étudiants ils viennent, ok, ils ont peut-être entendu parler de la bourse, mais c'est les parents qui sont derrière pour savoir que ça doit se faire. Donc la mutuelle ça va être pareil, je veux dire quand on est présent pour leur dire, enfin la mutuelle ou même le régime obligatoire, quand on est présent pour leur dire en amont, même en avril, attention dès septembre il va falloir penser à autre chose, ils entendent le message, enfin, même si après en septembre il faut leur répéter, il y a eu encore autre chose, mais on constate nous sur les bourses et sur les demandes de logement. Enfin, on fait des choses bien en amont pour que ce soit fait en temps et en heure. D'autant plus pour les terminales, enfin, les élèves de terminale société qui vont. Parce qu'après, quand on est un plus 2, plus 3, l'autonomie, on commence à. Oui, en effet, moi je suis d'accord. Hein, mais c'est vrai que c'est pour les terminales, et bien franchement, c'est comme les APP, quand on leur demande de s'inscrire, on leur demande ça en. C'est quoi, c'est février qu'on leur demande ? Oui, avril. Ils en sont à enfin, pour eux, l'objectif c'est juin le bac. Et quand ils ont le résultat, c'est 2 jours après. Maintenant, on a rendez-vous avec l'université 2 jours après le bac. Donc le changement d'étudiant, il se fait en 2 jours. Ouais, j'ai pas pensé à moi. Et franchement, la mutuelle, enfin tout ça, même les bourses, ça serait sympa un point qu'on a peut-être pas trop évoqué, l'autonomie financière. Mais clairement, les bourses, il faudrait que ça soit ouvert encore jusqu'en septembre pour que les. Je suis d'accord avec vous, c'est compliqué, mais il faudrait que ça puisse ouvert jusqu'en fin juillet pour que les étudiants qui ont enfin réussi le bac, ah oui, hop, je suis étudiant. Allez, donc étudiant, donc bourse, mutuelle, affiliation, enfin tout ça quoi. Ils ne comptent même pas le fait qu'ils n'ont pas forcément toujours leur réponse. Oui, ils ne savent même pas encore dans quelle école ils sont pris, s'ils sont pris dans quelle. Pour revenir du coup au thème de l'atelier, du coup sur tout ce qui est confiance en soi et détermination, moi ce que je retiens surtout des différentes interventions d'un peu tout le monde, dites-moi ce que vous en pensez, c'est que pour moi j'ai l'impression qu'être autonome au final c'est apprendre à avoir le choix et apprendre à exercer ce choix en fait. Parce qu'avant on avait les parents, c'était eux qui entre guillemets décidaient pour nous et faisaient des actions pour nous. Et en fait, devenir autonome, c'est apprendre en fait à avoir soi-même le choix et à l'exercer soi-même. En fait. Ça suppose que les acteurs sont coordonnés pour donner la bonne information. C'est ça qui est le plus important. Parce qu'avoir le choix, quand on n'a pas d'information, on ne peut pas avoir le choix. Et pour revenir sur le côté, c'est vrai qu'en une semaine, on devait être une. Donc, entre le 1er septembre et encore, et on va dire, le mois de septembre, quoi. Vous avez tout, le loyer, c'est la première fois que vous avez visité un loyer, faire un état des lieux, etc. Vous avez la bourse pour certains, la santé, c'est l'inscription à l'université. Tout ça, on a ce sentiment un peu d'incertitude parce que les résultats du bac, ils les ont, mais c'est même plutôt les résultats de savoir s'ils vont être acceptés ou pas dans l'université. Voilà, c'est vraiment, je pense, l'enjeu, c'est de donner l'information dans un lieu, et d'autant plus que des fois les acteurs sont en concurrence, etc. entre eux, un peu, voilà, même sans critiquer ces acteurs-là, mais c'est comme ça. C'est vrai que ça fait un flou, un petit peu un brouillard d'initiative à ce niveau-là, et en fait, l'étudiant est complètement perdu. C'est-à-dire que l'étudiant ne peut pas ne pas avoir d'accompagnement à ce moment-là. De fait, certains ne l'ont pas. Mais c'est vrai que c'est une bascule, on a listé tous les domaines, sur tous les plans. C'est une bascule sur son lieu de vie, on quitte sa famille pour certains, le logement, alors oui, donc la santé, c'est tout, j'ai envie de dire tout. Un budget, avant c'était papa-maman peut-être qui géraient plus ou moins leur budget, du jour au lendemain ils se retrouvent boursiers ou pas, même